Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Au lendemain de la signature de l'accord de paix d'Addis Abeba, les langues se délient. À l'Union pour la nation congolaise, un parti politique de l'opposition nous dénonce les irrégularités contenues dans ce document du secrétaire général de l'ONU. Des réflexions profondes sur la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts en RDC. C'est une initiative de la Banque centrale du Congo pour promouvoir la stabilité du système financier. Enfin, le gouvernement prolonge de 45 jours la campagne de sensibilisation sur le civisme sur la route initiée par la Commission nationale pour la prévention routière. Les usagers devront profiter de cette prolongation pour mémoriser et respecter les codes de la route. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir, je le disais dans le sommaire, l'Union pour la nation congolaise, parti politique de l'opposition, est sortie de son silence après la signature de l'accord de paix d'Addis Abeba. Pour Vital Kamerhe, président national de cette formation politique, au cours d'une conférence de presse ce mardi à Fatima, salue la démarche de Ban Ki-moon, mais ajoute qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir dans l'application de cet accord. On l'écoute au micro de Rosine Martin Bouyamba. Où se trouvent ces progrès lorsque l'on sait que la République démocratique du Congo est le dernier pays au monde en termes d'indice de développement humain. On se demande où sont ces progrès lorsque la RDC connaît les taux de mortalité les plus élevés d'Afrique. Les taux de scolarité en perpétuelle baissent. Nous pouvons aussi douter des progrès évoqués par cet accord quand nous évoquons les élections partenaires de 2011 et les déficits de légitimité des institutions qui s'est installé depuis. Nous allons d'une part, pour éviter de tomber dans le pessimisme et le paternalisme, l'infantilisme politique, d'autre part, comme si les leaders congolais n'attendent que la communauté internationale vienne faire ce qui relève de leurs responsabilités, c'est-à-dire amener le pays vers le développement. Après les forces politiques et sociales, le président de l'Assemblée nationale a échangé lundi avec les ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Toute l'actualité nationale a été passée au peigne fin. Les ambassadeurs ont saisi l'opportunité pour inviter les signataires de l'accord de paix d'Addis Abeba au respect de ce document. Thierry Kassongo. De la Chine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie, autour du président de l'Assemblée nationale, sont venus s'informer sur les différents sujets d'actualité nationale. Et donc il nous a expliqué où il en était du processus de contacts divers qu'il prend depuis 2 semaines à peu près, avec les partis politiques, la société civile, enfin tous les potentiels participants à ces concertations nationales. Et nous l'avons écouté pour effectivement qu'ils nous disent comment ils concevaient l'organisation de ce processus, comment le président de la République, qu'il a mandaté pour aider à organiser cela, prévoyait d'organiser ce processus. Au sujet de la signature de cet accord, les ambassadeurs saluent l'initiative. Accord aux autorités congolaises et aux pays de la région de mettre en application cet accord pour que, contrairement à peut-être d'autres pas avant lui, eh bien, il aboutisse à des résultats concrets, c'est-à-dire à rétablir la paix, la sécurité pour les populations à l'Est, à rétablir la paix entre les pays voisins et de façon à ce que la RDC puisse se consacrer à son développement. Ils ont également discuté de la manière dont les consultations sont menées pour la tenue, selon la volonté exprimée par le président Joseph Kabila, des concertations nationales en vue de cimenter la cohésion et l'unité nationale. L'accord de paix d'Addis Abeba a été signé. Les recommandations ont été faites à tous les signataires de ce document. L'ONU a montré sa détermination de mettre fin à toute campagne de déstabilisation de la RDC. Le secrétaire général de l'ONU a promis même de nommer son représentant spécial dans la sous-région. Mais selon les observateurs, cet accord constitue un complot ourdi contre la RDC et une porte ouverte à la balkanisation du pays. Suivez ces commentaires de la rédaction avec Oscar Bakando. Après le veto de certains pays de la communauté de développement de l'Afrique australe qui se sont ouvertement opposés à la signature de la première mouture de l'accord des Nations Unies, cette fois-ci aura été la bonne. L'ONU a pu finalement intégrer dans le nouvel accord les aspirations des uns et des autres permettant de faire l'unanimité dans le rang de toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre de ces documents. Mais que dire donc du contenu exact de cet accord ? Le plus important est que l'accord cadre de l'ONU contient des engagements
aussi bien de la part de la RDC, des pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de la SADC que de la communauté internationale. Dans l'accord cadre de paix de l'ONU, la RDC est pratiquement mise à l'épreuve. Elle concède tout et s'oblige par conséquent à opérer des réformes de grande envergure. Le pays de Joseph Kabila se sent obligé, au regard de l'accord, à engager des réformes sur les plans sécuritaires, politiques, économiques et sociaux dans un élan de réconciliation et de démocratisation. Quant à ses voisins les plus immédiats, notamment le Rwanda et l'Ouganda, cités comme principal soutien de la rébellion du M23, sans pourtant les condamner, l'accord les supplie. C'est le terme approprié, à ne pas travailler à la déstabilisation de la RDC, c'est tout et rien d'autre. Dans tous les cas, l'ONU a fait la part belle à Kigali et Kampala. Pendant ce temps, la RDC aura tout donné jusqu'à hypothéquer sa souveraineté. Et ce, au nom d'une paix qui n'est pas du tout garantie. Contrairement au précédent, l'accord signé dimanche à Addis Abeba a tout l'air d'une capitulation. La RDC se met presque sous tutelle des Nations Unies qui devrait veiller à ce que tout évolue au rythme de son accord. L'accord cadre de paix de l'ONU est la preuve d'un complot ourdi en haut lieu de la communauté internationale pour en faire voir de toutes les couleurs à la République démocratique du Congo. À terme, l'accord fragilise la RDC en l'amputant de tous les attributs d'un État souverain, ce qui devrait ouvrir la voie à sa décapitation, autrement dit, sa balkanisation. Le professeur Gilbert Moubangi, par exemple, estime que la conférence de Berlin, tout comme l'accord cadre, ce sont les intérêts des Occidentaux qui priment au détriment de l'Africain. Prof Moubangi est interrogé par Mariam Boya et Dieu merci Sueka. Là aussi, c'est un peu la même chose. C'est que voilà quelque chose sur l'avenir du pays qui est décidé à l'extérieur du pays. Donc, par qui? Par l'ONU, par d'autres pays africains. Et ça peut laisser cette impression là aussi que par rapport au Congo, parce que c'est un pays, on a une certaine mémoire, on a une histoire. On peut avoir cette impression-là aussi que des puissances étrangères sont derrière, poursuivent encore leur logique de prédation pour essayer de mettre ces pays sous tutelle. Prenez cet accord-là et soumettez-le, ça va, à un certain référendum, à ce que les Congolais se prononcent. 26 février 1885 au 26 février 2013, cela fait exactement 128 ans depuis la tenue de la conférence de Berlin. Les puissances occidentales, à savoir la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, ont décidé de la délimitation des frontières et à la création des États africains. Suivez ces rappels historiques avec Placide Kanza. Le 26 février 1885 prend fin la conférence de Berlin sur l'Afrique. Considéré par les Européens comme une terre sans maître, l'immense continent noir est partagé, telle une tarte aux pommes, sans que les habitants, pas plus que les pommes, aient leur mot à dire. Une dizaine d'années plus tôt, le roi de Belge, Léopold II, a organisé à ce frais une conférence de géographie à Bruxelles en vue de faire le point sur l'exploration de l'immense bassin du Congo au centre de l'Afrique équatoriale. Les participants, à commencer par Bismarck, se fixent de nombreux objectifs comme le désenclavement du continent et à l'éradication de l'esclavage, de la traite musulmane. Après 3 mois et demi, 8 réunions plénières, les participants signent le 23 février 1885 l'acte général de la conférence. Cet acte définit des zones de libre-échange dans le bassin du Congo. Il proclame la liberté des navigations sur les grands fleuves africains, le Niger et le Congo. Il arrête aussi quelques principes humanitaires contre la traite des esclaves, ainsi que le commerce de l'alcool et des armes à feu. Enfin et surtout, il reconnaît à Léopold II, roi des Belges, la possession à titre privé d'un vaste territoire au cœur de l'Afrique noire qui sera baptisé État indépendant du Congo. Malgré son importance pour le continent africain, la conférence de Berlin ne suscite qu'indifférence en Europe où l'opinion publique se désintéresse dans son immense majorité de conquêtes coloniales. La France se voit reconnaître la possession de vastes territoires en Afrique de l'Ouest. Le chancelier Bismarck espère, mais à tort, qu'elle se résignera ainsi à la perte de la Saxe-Lorraine.
La Cour suprême de justice vient de renvoyer à un délai de 3 semaines l'affaire qui oppose Jean-Claude Baïndé et l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La Cour, qui dit n'avoir pas été saisie du dossier, invite les deux parties à laisser préparer dans le respect de la procédure. C'était ce lundi à la Cour suprême de justice à Gombe, Thierry Kassongo, José Junior Owawa et Dieu-Merci Sueka. Ils étaient nombreux à la Cour suprême de justice pour obtenir l'ouverture d'un dossier judiciaire à l'encontre de Jean-Claude Baïndé. Les députés provinciaux de l'Équateur, à travers leurs avocats ici en image, semblent avoir peaufiné tous les arguments. Mais contre toute attente, la Cour, après avoir examiné la plainte, a constaté certaines irrégularités dans la saisine et a déclaré non recevable la requête de l'Assemblée provinciale. On va régulariser et puis on reviendra pour que la Cour finalement puisse accéder au dossier pour voir si, dans les conditions qui sont présentes, le gouverneur peut être déféré, jugé par rapport aux actes qu'un député provincial lui oppose. Pour les avocats de l'organe délibérant de l'Équateur, rien n'est encore joué. Mars, nous aurons une audience où les charges retenues dévoilées et il pourra avoir le temps de se défendre contre les charges. Jean-Claude Baïndé a été l'objet d'une motion de défiance des députés de sa province qui l'accusent de mégestion. Déterminé à renouer avec le FMI, le gouvernement dispose d'une ébauche de documents stratégiques avec lequel il pourra discuter avec le Fonds monétaire international attendu pour le mois de mars prochain. Les membres du gouvernement se sont réunis ce mardi autour du Premier ministre à cet effet. Peu avant, Matata Ponyo a reçu le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Un accent a été mis sur la relance du chemin de fer Doudou Ndombe. C'est un document qui retrace les programmes économiques autonomes du gouvernement. Ceci après que le FMI ait suspendu le PEC 2. Côté gouvernement, on relativise. Matata Ponyo et son équipe comptent changer les tirs pour que cette institution financière internationale reparte sur les nouvelles bases. Nous disposons aujourd'hui d'une première ébauche de ce document. Et le Premier ministre a voulu aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il a élargi la participation, pas seulement aux membres, on va dire, permanents de la Troïka stratégique, mais à d'autres ministres. Il y a le ministre du Plan, le ministre des Transports et le ministre de l'Intérieur, pour examiner ce document afin de pouvoir donner donc aux experts les orientations nécessaires pour le finaliser avant son adoption en Conseil des ministres. La reprise de la coopération est attendue de pied ferme, surtout avec le dernier voyage du Premier ministre au pays de l'oncle Sam. La Banque centrale du Congo a lancé officiellement les travaux portant réflexion sur la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts en RDC. Ces fonds permettra d'augmenter le volume des dépôts auprès des institutions financières et la mise en la disposition d'une bonne partie de ces dépôts au financement d'une économie pour le bien-être de la population. Jean-Claude Massango, gouverneur de la BCC, a affirmé que la mise sur pied du fonds de garantie permettra aussi la stabilité du système financier. La cérémonie a eu lieu ce mardi au cercle de Kinshasa à Gombe, Anita Luamboa et Pati Aloma. La nécessité de la mise en place du mécanisme d'assurance et de protection des dépôts date de septembre 1997 à la suite d'un diagnostic général fait par l'Institut d'émission sur la Banque centrale et le système financier congolais. C'est pour cette raison que la Banque centrale du Congo estime nécessaire de réfléchir sur la mise en place d'un fonds de garantie des dépôts dans notre pays pour lui permettre d'assurer sa stabilité financière. Le gouverneur de la BCC est convaincu que ce dossier reste d'actualité parce qu'il n'a pas jusque-là enregistré d'avancées significatives. C'est la forte prépondérance de la dollarisation de l'économie et des dépôts bancaires, dont 55% étaient en devise en mai 2004, posaient des problèmes de conservation de la valeur des avoirs en banque et de leur remboursement éventuel en cas de faillite dans les dépôts. L'objectif du fonds de garantie étant noble, les participants à ces travaux sont convaincus à accélérer la marche vers l'atteinte de cet objectif, insiste Jean-Claude Massango. Le paysage financier congolais a connu une évolution exponentielle en l'espace des 15 dernières années, avec l'existence aujourd'hui de 258 institutions financières
sous la supervision de la Banque centrale. Compte tenu de la diversité des institutions financières et de leur solidité financière respectives, la Banque centrale du Congo s'est résolue de commencer par une étude préliminaire avec l'assistance de la coopération financière allemande. Dans cette perspective, l'étude de faisabilité devrait permettre de définir un cadre adapté au contexte politique, économique, financier et juridique actuel. Comment éliminer la rougeole en RDC? La question était au centre d'une journée scientifique organisée par les étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN sur le thème problématique du contrôle de la rougeole en RDC. Ces assises ont été appuyées par l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé publique. Rosa Wazi et Fiston Bouini. Cette journée basée sur des réflexions et échanges entre différents intervenants et participants du secteur de la santé devait aboutir à des stratégies pour éradiquer cette épidémie. Les représentants de l'OMS reviennent sur l'importance de ces échanges. Je crois que cette situation nous interpelle à plus d'un titre et nous invite à la réflexion. Et là, de nouveau, il faut féliciter la faculté de médecine de s'associer à cette réflexion. Une initiative saluée par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique. Nous invitons donc tous les participants à s'appliquer tout au long de cette journée et aux experts à apporter tout leur savoir pour que des résolutions pertinentes qui soient dégagées afin de freiner la progression de cette épidémie. À l'issue de cette journée, des recommandations ont été formulées pour assurer les contrôles de cette maladie qui est l'une des causes des mortalités infantiles en RDC. Le Fonds des Nations Unies pour la population a organisé la 2e édition de remise des prix aux lauréats du concours UNFPA 2012 pour les médias. Une occasion pour le représentant de cette agence des Nations Unies d'affirmer que ce concours entre dans le cadre de renforcement du partenariat entre UNFPA et le ministère de la Communication et Médias. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sultani à Gombe, Anita Luamboa et Baby Malobo. Toutes leurs connaissances journalistiques ont été mises à contribution pour réaliser des reportages répondant aux critères du concours UNFPA 2012. Ces professionnels des médias, aujourd'hui lauréats, reçoivent des récompenses pour la qualité du travail. Un concours qui vise à encourager les journalistes à traiter les questions de population, notamment la mortalité infantile, des naissances désirables. Pour le représentant de l'UNFPA, ce concours entre dans le cadre du renforcement de partenariat avec le ministère de la Communication et des Médias. La remise de ce prix UNFPA RDC pour les médias rentre dans le cadre du renforcement du partenariat que le Fonds des Nations Unies pour la population a établi avec les professionnels des médias. Il s'agit pour l'UNFPA d'encourager les journalistes à traiter des questions de population et à mettre en exergue les questions telles que la mortalité maternelle, les grossesses précoces, l'égalité du genre. Une mention spéciale a été donnée à l'émission Questions des populations, diffusée sur la chaîne nationale. Voilà qui fait la joie de la présentatrice, elle aussi bénéficiaire de différents prix. Pousser la population à respecter le code de la route, c'est l'objectif poursuivi par la Commission nationale pour la prévention routière qui a initié la campagne sur le civisme routier à Kinshasa. La plupart des usagers de la route estiment n'avoir pas été sensibilisés pendant cette période. Thierry Kassongo, Safian Koy et Baby Malobo. 30 jours après le lancement de cette campagne nationale du civisme sur la route, la leçon est loin d'être assimilée. Sur le boulevard du 30 juin, tous les usagers de la route foulent aux pieds le code de la route. Pourtant, la base de cette sensibilisation en vue de réduire les taux des accidents de circulation. Beaucoup sont ceux qui n'ont pas encore compris tous les signes indicatifs sur la voie publique. Une fois, il y avait des agents de la main qui nous montraient comment il faudrait traverser. En principe, on devrait être sensibilisé concernant la sensibilisation sur la route. Moi, je n'ai rien. Sensibiliser, je peux dire non. Mais j'ai déjà lu quelque part, on a parlé de ça sur une banderole. C'est très important pour nous, en tant que citoyens, d'être sensibilisés. Parce qu'il y a des fois, on ne parvient pas à respecter le code de la route sur le piéton. Au regard de cette ignorance,
Le gouvernement, à travers ses services spécialisés, devra tout mettre en œuvre pour impliquer tout le monde afin d'atteindre les résultats escomptés dans 45 prochains jours. Rosa Wazi nous rejoint pour lire le journal paru ce mardi dans la capitale congolaise. C'est la revue de presse. La signature de l'accord cadre est diversement commentée dans la presse parue ce mardi dans la capitale. La situation en République démocratique du Congo doit rester une priorité absolue pour la communauté internationale, a estimé le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans son allocution à l'occasion de la signature de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC dont la région rapporte la référence plus. Le potentiel visiblement inquiet note que cet accord cadre destiné à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo consacre la partition de la RDC et dans la foulée, ajoute le confrère, Kinshasa rentre dans la capitale ougandaise pour endosser les cahiers des charges du M23 dont les revendications portent notamment sur les questions politiques, sécuritaires, économiques et sociales. Pour sa part, le palmarès note que c'est malgré eux que le Sud-Africain Jacob Zuma et l'Angolais Dos Santos ont apposé leur signature au bas du document car la SADC tenait à gérer la crise congolaise à sa manière. Malheureusement, une fois de plus, l'immixtion de l'Occident, les États-Unis en tête dans les affaires africaines, est venue jeter les troubles dans les climats d'inquiétude qu'envisageait d'édifier les pays africains en RDC. Jacob Zuma et Dos Santos ne sont pas les seuls à être déçus. L'opposition congolaise l'est aussi, renchérit la colombe. Elle est curieusement inconsolable car l'accord cadre neutralise le M23 et met Kinshasa en position de force. Car l'opposition a auprès du M23 une représentation pas de moindre en la personne de Roger Lumbala. Ce dernier a pour mission de faire du M23 le porte-voix de toute l'opposition. Et pendant ces temps, le M23 s'entre-déchire fait savoir l'avenir qui indique que les deux factions du M23 se disputeraient le leadership du mouvement au regard de l'évolution politique enregistrée avec la signature dimanche dernier à Addis Abeba de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et le développement de la RD Congo et de la région des Grands Lacs. D'après certaines indiscrétions, les camps de Runiga s'opposeraient farouchement à toute intégration au sein des institutions nationales alors que le groupe des Makenga aurait reçu l'ordre d'obéir au schéma d'Addis Abeba. Et voilà Nadine Laing, l'essentiel de journaux parus ce mardi à Kinshasa. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et ce communiqué de la DGI. Avant de boucler cette édition, la Direction générale des impôts porte à la connaissance des opérateurs économiques que par cet arrêté ministériel numéro CAB FIN 2013-114 du 20 février 2013, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vient de fixer le coefficient de réévaluation applicable au bilan clos au 31 décembre 2012. Par conséquent, elle les invite à retirer les 10 coefficients au secrétariat de la direction des études de la législation ou du contentieux au local 7.02 de l'hôtel des impôts ou auprès de leurs services gestionnaires respectifs. Par ailleurs, elle les informe que ces coefficients de réévaluation peuvent aussi être consultés ou téléchargés à partir du site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Fait à Kinshasa le 25 février 2013. Ce communiqué est signé Dieudonné Lokadi Moga. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Télé 7, la télé républicaine. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple.
La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Les gars, viens me voir, viens. Combien de portables j'ai? Hicham a 4 portables. Ça, super SIM avantage. Et ça,